Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Vaquier. Il a un podcast à succès et il va nous dire comment créer, développer, générer des leads et même monétiser son podcast. Alors accrochez-vous, ça va être extrêmement intéressant. Avant de commencer, je veux dire un petit mot pour notre partenaire. C'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre de Toulouse. Et c'est chez eux justement que nous tournons ce talk show. Allez, on commence, c'est parti. J'accueille Alexandre Vaquier. Oh. Salut Alexandre. Salut Clément, merci de m'inviter dans ce superbe studio. Ben écoute, c'est moi qui te remercie d'être là, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Pour la petite histoire, je t'avais contacté sur LinkedIn. Ouais. Parce que je commençais mon podcast, enfin plutôt mon talk show, et voilà, j'avais envie d'avoir t'es un peu la référence du podcast pour moi, parce que je t'écoutais tous les jours, plus ou moins tous les jours, disons plusieurs jours par semaine pendant un petit moment, et du coup j'avais envie d'avoir tes conseils. Tu m'as répondu, tu m'as donné tes conseils. Au final, on a fait un épisode pour ton podcast ensemble. Ouais. Voilà, dans lequel je t'ai posé les questions plutôt de ton épisode. Et maintenant, tu viens sur mon podcast parler justement de comment gérer son podcast, le promouvoir. Donc, super génial. Ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un peu ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'adore ton podcast, donc si tu veux en parler un peu plus, ton activité aujourd'hui. Ouais, bah écoute, merci vraiment de penser à moi pour venir parler de podcast, parce que c'est pas du tout mon activité principale, hein. C'est ce que j'aime dire que c'est un side project, donc un projet annexe. Je fais ça peut-être, 2 heures par semaine. J'y consacre 2 heures de mon temps par semaine. Par contre, je fais ça depuis 3 ans de manière assez régulière. J'en suis à 100 épisodes, à presque donc 100 heures d'épisodes. Et je suis très content que tu m'invites pour parler de podcast, parce que je pense pas être le meilleur podcasteur ou le plus grand podcasteur. Il y en a beaucoup devant moi. Par contre, il y a sans doute des choses que j'ai compris, que je peux expliquer, transmettre, puisque mine de rien, j'arrive à gagner de l'argent avec le podcast, à le monétiser, ce qui est souvent le problème et ouais. le cap qui n'est pas franchi. C'est comment je fais, ok, j'ai un podcast, une audience, comment je fais à un moment donné pour monétiser tout ça. Et c'est souvent là où c'est pas encore Twitch ou YouTube, où il y a des créateurs qui vivent vraiment bien de leur contenu. Totalement. C'est pour ça que ça va être super intéressant que tu nous racontes tout ça. Ouais. Et voilà. Et puis pour finir, donc moi je suis à Toulouse, j'ai 36 ans et je travaille aujourd'hui comme Head of Sales, donc c'est directeur commercial pour une boîte qui s'appelle ILEC, qui fait de l'énergie renouvelable et locale. Ouais. Qui est, parce que tu es modeste, qui est quand même une des plus belles startups que compte aujourd'hui Toulouse. Vraiment une des étoiles montantes, qui est vraiment en hyper croissance. Donc un très beau poste. Ouais, c'est vraiment aujourd'hui à Toulouse, il y a quelques très belles boîtes. Et ILEC en fait partie, et dans ce qu'on appelle peut-être tes auditeurs vont connaître le Next 120, c'est les 120 startups en France à suivre. Ouais, voilà. Donc bravo. La première question que j'ai envie de te poser, finalement après avoir un peu présenté ton podcast, donc tu fais un podcast qui s'appelle Les Héros de la Vente, qui interviewe finalement des spécialistes de la vente. Et ils racontent finalement leur technique et leur vision aussi souvent de la vente. Comment est-ce que cette idée t'est venue, et est-ce que c'était par souci commercial, générer des leads pour ton activité à l'époque? Tu avais un SaaS, donc un logiciel qui se destinait vraiment à ces personnes-là, personnes qui travaillent dans la vente. Est-ce que c'était une façon de générer des leads, ou est-ce que c'était un projet plaisir finalement? Non, c'était vraiment un projet plaisir. J'adorais les podcasts déjà à l'époque, en 2019. Je voulais en faire un. Plutôt orienté business, hein. Mais bon, podcast sur l'entrepreneuriat, il y en avait déjà qui étaient en pleine bourre. Donc Génération Do It Yourself, Le Gratin de Pauline Léniaud. Et du coup, je ne me voyais pas en faire un énième podcast sur l'entrepreneuriat. Par contre, il y avait le sujet de la vente qui m'intéressait beaucoup, parce que moi, j'ai été commercial, autodidacte.
et j'avais jamais vraiment eu de formation autour de la vente. L'entreprise que j'étais en train de construire s'adressait aussi aux commerciaux, donc je voulais faire une pierre deux coups, en me disant bah tiens, je vais créer du contenu sur la vente, ça va me permettre d'aller voir de potentiels partenaires pour mon entreprise, et ça va me permettre de bénéficier de mini-formations, ce que j'appelle des mini-masterclass, sur ce sujet qu'est la vente, et de progresser. Mais à la base, j'ai fait vraiment ça pour apprendre à faire un podcast. Hein. Okay. Mais j'avais pas d'idée de faire un outil marketing ou faire du business derrière ça, quoi. C'est venu après ça. D'accord, ouais. Ça, c'est finalement la meilleure façon de faire les choses. Un side project, et puis ensuite, tu le transformes en business. Ouais, et puis ça permet de faire les choses sans trop se mettre de pression. Tu fais les choses, tu vois si ça te plaît. Et puis, si ça commence à marcher, bah, tu continues. Et là, tu peux te dire, ah bah tiens, je peux mettre des petits objectifs business. Est-ce que je peux rencontrer des clients grâce à ça ? Donc, est-ce que je peux aller interviewer de potentiels clients ? Ensuite, ça c'est venu, on va dire, 1 an et demi après, 1 an, 2 ans après. Est-ce que je peux commencer à trouver des sponsors pour ce podcast, donc à gagner de l'argent ? Donc voilà, tout ça, il y a des gens qui sont très bons et qui arrivent à le faire dès le début, à mettre ça comme objectif dès le début. Moi, c'était une nouvelle matière et j'avais besoin d'un peu de temps pour processer les choses, quoi. Ok. Justement, ça fait 3 ans, tu as fait 100 épisodes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait faire un podcast ? Bah déjà, ça permet de voir qu'on peut créer un contenu de qualité sur un format qui va être un format long, qui est peut-être pas forcément le format le plus en vogue aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, où c'est souvent ce qu'on appelle les shorts, hein, des petites vidéos TikTok ou des photos Instagram ou des posts LinkedIn ou Twitter, où c'est souvent des formats courts. Là, on est dans un format long, un peu comme sur une chaîne YouTube, mais souvent sur YouTube, finalement, les vidéos les plus regardées, ça reste des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Podcast, on peut être sur des formats d'1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, pour Mathieu Stéphanie, qui fait des épisodes de 3 heures. Donc c'est un peu différent. Ça permet de comprendre l'audio. L'audio, c'est quelque chose de pas évident, mais ça apporte je pense, ça apporte d'autres choses que de la vidéo, l'audio. Je crois beaucoup au format de l'audio, puisqu'en fait les gens, on interagit directement finalement avec leur cerveau. Ils écoutent, ils vous voient pas forcément, mais ils vous entendent. Tu imagines quelqu'un qui a écouté mes 100 épisodes, il m'a écouté parler pendant 100 heures. Finalement, c'est assez impressionnant quand il pense. Ouais, il finit par savoir ce que tu vas dire avant que tu le dises, Ouais, de connaître tes mimiques. Ils me connaissent mieux que sans doute ma femme, quoi. Dit comme ça. C'est ça. Et finalement, ça apprend aussi à aller chercher des invités, à interviewer, qui est quand même une compétence quand on fait de la vente qui est très importante, de savoir poser des questions. Ça, je pense que c'est la première compétence. Et puis, préparer un épisode, savoir écrire, puisqu'il faut préparer un petit script, un peu de montage. Donc, finalement, on apprend plein de choses. À savoir vendre ensuite quand on va aller chercher des sponsors, savoir créer un dossier de sponsoring. Donc voilà, je pense que c'est intéressant pour apprendre plein de petites choses. Après, il ne faut pas se mettre de barrière en mode « oulala, ça va être trop technique pour moi ». Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui facilitent le process et qui permettent de créer des épisodes et un contenu sans avoir des compétences techniques importantes. On va en parler. Ouais. C'est bon, tu m'as donné envie. J'ai envie de tout ça. Je veux savoir, je veux apprendre des connaissances. Je dois commencer par un podcast qui est comment ? Qui est niché. Tu nous as dit que tu avais choisi la niche de la vente qui, à l'époque, n'était pas trop développée. Aujourd'hui, est-ce que je dois aller dans l'hyper niche ou je dois aller dans l'hyper général pour choisir mon sujet ? Écoute, il y a pas de règle, mais moi, c'est vrai que je suis très partisan de ce que tu appelles la niche, c'est-à-dire trouver un sujet précis où tu vas être reconnu sur ce sujet. Et c'est vrai que tu peux faire quelque chose d'assez générique quand tu n'as pas trop de concurrence. Mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, créer un podcast sur l'entrepreneuriat, il y en a déjà beaucoup. Si tu veux émerger, ça va être plus difficile que si tu prends un sujet de niche. Mais ça va être possible, donc il ne faut pas se mettre de barrière. Mais il faudra fournir plus d'efforts, être plus talentueux, avoir de meilleurs invités, et donc la marche est plus haute.
Maintenant, si tu prends, par exemple, une niche dans l'entrepreneuriat, je sais pas, l'entrepreneuriat féminin, par exemple, hop, bah, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Alors certes, tu auras peut-être moins d'audience. Une audience plus réduite. Plus réduite, mais par contre plus ciblée. Et est-ce que c'est pas plus intéressant à un moment donné en fonction de tes objectifs ? Peut-être que ton objectif, c'est, si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat féminin, c'est de t'adresser à ce public-là, aux femmes qui veulent entreprendre. Et dans ce cas-là, ça a du sens. Je sais pas, peut-être que tu es une association pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et dans ce cas-là, bah, le podcast Entrepreneuriat féminin a beaucoup de sens. Peut-être que tu as envie de collaborer avec des boîtes qui proposent des outils, des services pour les femmes. Par exemple, je sais pas, moi, j'essaye de trouver des exemples, mais un bilan de compétences pour les femmes. Et ben là, typiquement, tu peux sponsoriser ce genre de podcast. Et du coup, là aussi, aller chercher ensuite la monétisation du podcast. Si tu as niché ton sujet, ce sera peut-être un peu plus facile aussi. Okay. Donc moi, je suis très partisan de ça. Tu regardes aux États-Unis où ils sont en avance sur le podcast. Des podcasts, par exemple, sur mon sujet, sur la vente, il y en a des centaines. Donc aujourd'hui, tu as des podcasts qui se créent sur la vente de logiciels, dans le B2B, dans les startups, tu vois. Donc il y a 3-4 niches et tu vas en trouver plusieurs des podcasts sur ces niches-là. Donc tu vois, c'est... Il faut essayer d'analyser un peu les objectifs que l'on a au début de lancer son podcast. Si c'est juste pour le fun, bah là on n'est pas obligé de se mettre des limites comme ça. Mais si on a un objectif très précis d'aller toucher une audience, d'aller chercher des sponsors, etc., là, il faut se poser la question de est-ce que je spécialise pas un peu mon podcast ? Ok. Il y a une deuxième question stratégique, c'est est-ce que je fais un podcast tout seul, grosso modo beaucoup moins d'emmerde, ou est-ce que je fais un podcast avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec un invité à chaque fois ? Ouais, là aussi, j'ai envie de vous dire, testez les deux. Moi, j'ai testé les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, tout seul, c'est très difficile. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, tu dois tenir sur un sujet seul. Tu dois souvent faire du montage. Ah oui. Alors qu'avec un invité, tu peux te permettre de le faire en one-shot avec peu de coupures. C'est pas comme l'épisode 100 qu'on a fait ensemble. Un petit problème. On a fait beaucoup de coupures, beaucoup de montage. Mais tout seul, il faut savoir être passionnant, il faut savoir cutter, il faut savoir s'écouter aussi, parce que du coup, quand tu réécoutes ton podcast quand tu es tout seul, c'est particulier. Et il faut savoir créer un univers. Et du coup, les podcasts qui sont faits seuls, souvent les gens mettent des sons d'ambiance, des sons sonores, et ça prend un boulot monstre. Donc moi, j'avais essayé, et en fait, je me trouvais ridicule dans l'exercice de parler seul sur un sujet. Et donc, le format interview me plaisait bien. C'est que ça reste un format facile. En fait, le plus dur, c'est de trouver l'invité, le sujet sur lequel vous allez parler, et puis après, ça déroule. Donc, et puis ça te permet aussi de rencontrer pas mal de gens et de te faire un réseau. Ouais, c'est le plus intéressant, je pense. Ça dépend là aussi de tes objectifs des départs. Ouais. Et bien justement, comment est-ce qu'on trouve des invités ? C'est quoi ta façon d'inviter des gens dans ton podcast ? Ouais, pas se prendre trop le chou. Hein. En fait, c'est très simple. Moi, c'était un message sur LinkedIn. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je lance un podcast sur la vente. Je rêverais de vous avoir comme invité. Est-ce que vous seriez disponible ? Et 3 lignes, pas plus. Pas mettre une tartine parce que les gens ne vont pas lire votre message. Et puis en général, 8 fois sur 10, ça fonctionne parce que le podcast, ça reste encore... on va reparler de la niche, mais encore un peu niche. C'est pas encore comme YouTube. Tu vois, j'avais vu 500 millions de chaînes YouTube qui existent. Des podcasts, t'en as que 2 millions dans le monde. Bon, ça a dû augmenter depuis la dernière fois que j'ai checké ces statistiques. Donc ça reste encore un peu un format original où les gens sont intrigués. Et de toute façon, les gens aiment parler d'eux. Hein. Tu secrètes des endomorphines quand tu parles de toi. Donc faut pas hésiter à leur dire j'ai envie de vous interviewer sur votre activité, votre parcours. Et les gens vont apprécier qu'on s'intéresse à eux. Ok, donc c'est moins difficile que ce que l'on pense. C'est intéressant. Je pense que c'est moins difficile que ce qu'on pense, ouais. Ben écoute, bon, j'ai ma niche, je sais ce que je vais faire en format invité du coup, et maintenant j'ai mes premiers invités. Qu'est-ce que je dois faire comme bonne pratique, comme mauvaise pratique ? Est-ce que tu as des conseils à me donner pour mon premier épisode ? Ouais, un des conseils, c'est de prévoir au moins les 5, 6, je dirais même 7 premiers invités.
Ok. Parce que souvent, en moyenne, 70% des podcasts s'arrêtent après 7 épisodes. C'est-à-dire que les gens abandonnent parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de boulot. Ils n'ont pas trop de résultats parce que forcément, au bout de 7 épisodes, vous n'avez pas beaucoup d'audience. Hein. Donc ils arrêtent en fait au bout de 7 épisodes. Donc là, au moins, vous avez fait 7 épisodes. Et puis après, c'est que du bonus. Et donc prévoyez les 7 premiers invités. Pour les premiers invités, prenez des gens avec qui vous entendez bien, vous connaissez déjà peut-être. Parce que vous avez des chances de vous planter. Ouais, que faire des erreurs. Vous faire des erreurs, avoir un son pas terrible, bafouiller un peu en interview, poser des mauvaises questions et vous rendre compte que ah ouais, en fait, c'est pas tellement ce format-là que j'aime bien. Donc les premiers invités, faut pas que ce soit des invités trop gros pour vous, quoi. Par exemple, si vous rêvez d'inviter, je sais pas, Barack Obama, l'invitez pas dans les premiers épisodes, quoi. Je grossis un peu le trait, mais et après. Premier épisode, le conseil que... Ouais, je pense qu'il faut faire un épisode... Avant le premier épisode, faire un épisode que j'appelle l'épisode 0 et le faire avec votre pote, votre compagne, votre conjoint et faire comme si c'était un vrai invité. Comme ça, vous voyez toutes les petites barrières que vous n'avez pas anticipées, quoi. Ouais, ça va mettre en lumière les problèmes qu'on n'avait pas vus. Ouais, exactement. Qui vont se confronter au réel. Ouais, le problème que vous pouvez avoir, c'est le son souvent, parce que l'audio, c'est un peu particulier. On peut... avoir un mauvais son très, très facilement. On peut avoir un bon son aussi facilement, mais quand on n'y connaît rien, on peut faire des bruits avec le micro, frotter un micro par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, il faut se faire la main sur un épisode, j'aime bien dire un épisode 0. Et puis peut-être que vous allez vous dire, à l'épisode 0, en fait, non, ça ne va pas le faire, et vous n'allez pas inviter les 7 invités dont je vous ai parlé, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, à chaque épisode, au début, on apprend. Ouais. Et moi, j'ai une liste de 5 ou 6 choses à chaque fois, à chaque épisode. J'ai une liste de 5 ou 6 épisodes plutôt de choses qu'il ne faut absolument plus refaire. J'appelle ça les learnings. Ouais. Et voilà, il y a des épisodes qu'on a carrément supprimés parce qu'en fait, on avait fait des boulettes incroyables. On s'était trompé de fauteuil, on avait mis un fauteuil trop haut. Et du coup, en fait, je regardais le gars de bas, enfin en contre-plongée, et du coup, il était pas à l'aise, et ça se voyait, et on s'en est rendu compte à la fin. Et parce que toi, en plus, tu fais un podcast vidéo, et donc tu as encore plus de contraintes que le podcast audio. C'est ça. Ou moi, c'est vrai que j'aimais bien le côté audio parce que j'avais pas à me soucier de la vidéo. C'est ça. Donc c'est quand même, mine de rien, t'as d'autres contraintes, quoi. Ouais, ça. Et dans l'interview aussi, beaucoup, dans les techniques d'interview, tu apprends beaucoup au début. Donc, Mais le checklist, très bonne idée. Checklist des choses à penser. Checklist des questions aussi. Il faut avoir quelques questions, même si ça va être une discussion, il faut avoir quelques questions préparées que vous pouvez envoyer à l'invité. Et voilà, après, il faut se lancer. Hein, c'est le meilleur conseil à ça. Ouais, ça c'est sûr. Pensez moins, faites plus. Ouais, bah c'est toujours, on a toujours plein d'idées, mais c'est exécuter l'idée qui est toujours le plus difficile, c'est-à-dire se lancer et puis accepter de se planter ou de réussir. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, j'ai fait mon premier épisode, du coup. Ouais. Comment est-ce que maintenant... Alors, parce que, petite anecdote, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis désabonné de ton podcast sur Spotify pour brouiller les pistes. Je suis désolé. J'ai dû le faire pour la science. Et j'ai cherché ton podcast sur Apple Podcast. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc j'ai tapé vente. Et le premier épisode qui est sorti, je dis bien épisode et pas podcast, c'est le tien, avec Sophie Plumet. Ok, c'est le dernier que j'ai publié. Et le dernier podcast tout court, c'était... le premier podcast, c'était pas le tien, c'était un que je connais pas. Et tu étais en 4e position. Ok. Sur tous les podcasts de la vente. Juste derrière Michel Aguilar. Très bien. Michel, je sais jamais. Ouais. Donc, t'es 4e podcast, premier épisode. T'es super bien référencé. Donc, tu t'en es plutôt bien sorti. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir et faire en sorte que les gens écoutent son podcast ? Ouais, alors là, je suis pas forcément le meilleur client parce que moi, j'ai toujours été partisan que ça reste une activité, on va dire, annexe. Et j'ai pas trop creusé la question de promouvoir, etc. Bon, je connais des bonnes pratiques, mais tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais je fais un podcast sur la vente. Il fallait que le mot vente pour le référencement soit dans mon titre.
Ouais. C'est plus facile. Alors après, on peut très bien faire un super podcast sur la vente en s'appelant Tartampion. Hein, mais en tout cas, pour le référencement, maintenant, quand les gens tapent vente, ils risquent de tomber sur mon podcast. Et ensuite, pour promouvoir, c'est du basique, mais c'est la quantité, la qualité, la régularité. Donc, essayer de publier de manière régulière. Moi, au début, je faisais une fois par semaine. Bon, pendant 3 ans, là, je fais plus une fois toutes les 2 semaines. Parce que, encore une fois, c'est pas mon activité principale. Et puis, le podcast, c'est un format long. Donc, à partir d'un format long, je le fais pas beaucoup, hein, mais on peut faire plein de petits formats. Ouais. Donc, on peut faire des articles de blog, on peut faire des posts LinkedIn, des posts Twitter. On peut même créer des capsules vidéo avec certains outils pour TikTok ou Instagram, ou même Facebook. Mais ça, par exemple, moi, je ne l'ai pas vraiment fait. Je l'ai fait un petit peu à la marge pour m'amuser, mais quelqu'un, à mon avis, qui peut vraiment promouvoir son podcast, il peut s'amuser avec ça. Et il peut créer, à partir de 7 épisodes, on parlait de 7 épisodes, il peut créer plusieurs mois de contenu, de micro-contenu, quoi. Et ça, c'est assez puissant. Et quelque chose que j'ai jamais testé, mais je pense que celui qui va le faire va avoir pas mal d'audience, c'est mettre un peu d'ads sur sa cible. Moi, je fais un podcast sur la vente. Je suis sûr qu'il y a plein de commerciaux qui n'en ont jamais entendu parler. Il suffirait que je fasse un peu de Facebook ads sur les gens qui sont commerciaux. Ils verraient des sujets, ils seraient là, ça va m'intéresser, ça. Et puis après, ça ferait du bouche à oreille dans la boîte, etc. Et très vite, ça peut faire une croissance qui va devenir, pour le coup, plus organique, grâce à d'abord une croissance monétisée, quoi. Voilà quelques pistes que je ferai pour promouvoir un podcast. Et après, une autre technique, c'est d'inviter soit des gens connus. Forcément, quand vous invitez quelqu'un d'un peu connu, bam, ça fait monter les audiences tout de suite. Ouais. Ou soit d'autres podcasteurs, parce que du coup, lui, il va partager à son audience. C'est un partage d'audience. Ouais, un cross-content. Comme ce qu'on fait finalement. Exactement. Ça, c'est une bonne pratique pour augmenter un peu ses audiences. Et j'en oublie sans doute d'autres, mais ça me reviendra peut-être. Mais ça, déjà, ça fait pas mal de choses à faire. Ouais, totalement. La publicité, moi, je trouve ça très intéressant. En effet, c'est vrai que pas grand monde le fait à ma connaissance. Donc, savoir que le minimum à peu près par mois pour la publicité, pour qu'elle soit à peu près efficace, c'est 300 € par mois. C'est pas énorme quand on considère, si jamais, comme toi, il y a des enjeux de monétisation derrière, ou si on veut générer des leads, la question d'après. Avec, c'est pas des... Ça se fait. D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment faire une stratégie justement sur Facebook Ads pour générer des leads avec des coûts qui restent raisonnables, donc une campagne finalement très efficiente, je vous renvoie vers mon 2e épisode de l'Aftermarket avec Paul Communet de l'agence Social Quarter, qui est un spécialiste et qui a donné vraiment toutes ses clés là-dessus, qui a été vraiment très très généreux. Donc il est très, très intéressant. Voilà, si vous voulez faire ça. Alors même pour toi, si jamais un jour tu as envie de passer par cette étape-là. Carrément. Écoute, on a promu notre podcast. Maintenant, comment est-ce qu'on génère des leads pour son activité ? Parce que toi, je sais que c'était pas vraiment ton souhait. Alors, en tout cas, ta préoccupation première, mais quand même, t'en as eu. Alors, j'imagine que si tu avais vraiment voulu que ce soit ton canal principal d'acquisition, ça aurait été très bien. Comment est-ce que tu aurais fait si vraiment tu voulais que ce soit ton principal canal d'acquisition ? Alors, ça dépend un peu quel lead on veut. Par exemple, moi, j'étais dans le B2B. Donc, je cherchais des leads d'entreprises assez grosses, très quali. Donc, en fait, le premier moyen, c'était d'aller voir ces entreprises pour leur dire « Est-ce que ça vous dirait d'être interviewé ?» Et après, je pouvais leur faire un rendez-vous de vente et leur vendre mon produit. Donc ça, c'est le premier moyen un peu... filou, c'est d'aller voir des clients qui refuseraient sans doute de vous voir si vous étiez un commercial lambda. Par contre, si vous vous dites, tiens, j'ai envie de vous interviewer dans mon podcast, les portes s'ouvrent plus facilement. Ouais. Donc ça, première option. Deuxième option, j'ai fait quelque chose qui a pas mal marché, c'est de regrouper dans un playbook tous mes conseils du podcast sur la vente. Et en expliquant, je regroupe tous les conseils par écrit. Et je le vends. Et je le vends 50 €.
Tu as fait un playbook, ouais. Tu le mentionnais souvent au début ou à la fin, ou aux deux, je sais plus. Tu disais, vous pouvez télécharger mon playbook de vente en lien en description. Voilà, donc ça, c'est une monétisation assez simple qu'on peut faire. Un petit playbook, un fichier Word qu'on écrit. On vend ça 50 €, 70 €, enfin ce que vous voulez. Et en fait, vous avez sur vos auditeurs, vous en avez un certain pourcentage qui va dire, bah ouais, carrément, tout ce qu'il dit à l'audio, j'aimerais bien me le noter quelque part. Lui, il m'a mâché le travail. Hop. Donc là, c'est des leads un peu différents, du coup. C'est des leads... Ouais, direct. Ouais, pas très chaud. Mais, ouais, mais qualifié quand même. Ouais, et puis là, du coup, j'ai des leads... par exemple, moi, je vendais à des entreprises. Je vendais pas à un commercial, mon logiciel. Mais lui, par contre, je lui vendais mon playbook. Donc, c'était un lead vraiment différent de ce que j'avais l'habitude. Donc, peut-être varier un peu les manières de vendre son contenu, en fait. On va peut-être en reparler, mais après, on peut aussi, plutôt que de vendre à l'auditeur qui veut acheter un contenu, donc un livre blanc, par exemple, ou un playbook, c'est de vendre à l'entreprise qui veut toucher votre auditeur. Ouais. Alors là on est dans la monétisation. On va y venir juste après si t'as plus rien à rajouter sur la génération de leads. Ouais. Okay. Non, après je pense que générer des leads, c'est bien de coupler les deux. Coupler avec un autre réseau, typiquement LinkedIn. Tu as un podcast business, il faut qu'à un moment donné, tu aies un lien avec LinkedIn pour que tes leads LinkedIn aillent sur ton podcast et inversement. Ta communauté podcast te suive sur LinkedIn où tu vas parler d'autres choses. Ok, d'accord. Justement, comment, maintenant que j'ai les gens qui écoutent mon podcast et que ça me génère des leads, imaginons que je n'ai pas cette activité principale, comment est-ce que je vis avec mon podcast ? Toi, tu y arrives, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, enfin, j'y arrive, c'est un revenu complémentaire. Génères, c'est ça. Mais il y a beaucoup de podcasteurs qui récemment ont fait des posts sur LinkedIn en disant, en fait, sans doute 98% des podcasteurs ne gagnent pas d'argent. Par contre, les Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, voilà, eux, ils engrangent, ils engrangent de la data, des gens, etc. C'est un peu... la problématique est encore plus forte sur le monde du podcast que sur YouTube, où on a quand même des gens qui arrivent à bien monétiser sur YouTube. Mais du coup, il y a quand même quelques règles qu'on peut se donner pour essayer de monétiser au plus vite. Moi, j'ai monétisé après 80 épisodes et à 2 ans de podcast, donc j'aurais pu essayer peut-être avant de monétiser. Mais en gros, monétiser, soit on peut faire payer, il y a très peu de gens qui le font, mais faire payer l'accès à des épisodes à vos auditeurs, notamment des épisodes premium. Demain, peut-être que j'interviewe une star de la vente. Hop, je le fais payer pour avoir accès à cet épisode. J'ai jamais fait, c'est une idée que j'ai derrière la tête, peut-être que je le ferai un jour. Deuxième option, c'est simplement d'aller chercher des sponsors qui vont payer pour avoir une publicité au début de votre podcast, au milieu ou à la fin. Ça se fait de plus en plus. Il y a des entreprises qui se proposent de le faire pour vous, d'aller chercher le sponsor, voire même de l'intégrer de manière automatique à votre podcast avec de l'intelligence artificielle. Ça, je déconseille quand même, parce que vous allez vous retrouver avec une pub pour un cassoulet dans votre podcast. Oui, c'est sûr que c'est un peu perturbant. Ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une entreprise que vous aimez bien, qui veut parler à la même cible que vos auditeurs, et de lui envoyer ce qu'on appelle un dossier de sponsoring. Dossier de sponsoring, c'est en gros les infos d'audience de votre podcast, combien d'audience vous faites, quelle typologie, qui vous avez interviewé, qui vous êtes, et après, combien vous tarifez un épisode sponsorisé. Et en fait, pour une marque, le podcast, c'est assez puissant parce que des gens vont passer 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec vous. Donc, si vous parlez d'une marque, ça va les impacter. Surtout que les gens, au bout d'un certain moment, vous connaissent, ont la sensation de vous connaître. Donc, si vous parlez d'une marque, ok, il parle de ça, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Donc, je pense que, encore une fois, on reprend le sujet de niche. Si vous êtes sur une niche, il ne faut pas hésiter à aller chercher très vite des sponsors. Ouais, c'est sûr. Pour les marques, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est on l'a dit sur ton podcast, dans les héros de la vente, c'est un format publicitaire qui n'existe plus.
C'est-à-dire que de l'attention quasi, alors, pas totale, mais très importante sur 50 minutes. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes un fournisseur d'envoi d'email et que vous accueillez un mec qui va parler de comment générer des leads avec votre service d'envoi d'email, il va pas forcément parler de la marque pendant 50 minutes, mais il va parler de comment utiliser cette marque. Et ça, c'est un format qui n'existe plus. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié sponsoriser au début de l'épisode, mais vous pouvez aussi très bien dire à l'entreprise, je vous invite pendant un épisode pour parler d'un sujet, et on va bien sûr parler en toile de fond de votre entreprise, de votre offre. Et ça, je l'ai fait une fois, et du coup, je l'ai monétisé assez cher. Une boîte qui est venue, qui a payé un billet pour parler de sa boîte pendant... Enfin, en fait, non, elle parlait pas de sa boîte, elle parlait d'un sujet en lien avec sa boîte, parce que si elle parle de sa boîte pendant 1 heure, c'est pas très intéressant, quoi. Non. Donc ça, c'est un autre format qui peut être pas mal, de dire, je vous invite, je vous interviewe, et je vous fais payer l'épisode. Ok, ouais. Il y a plein de façons, finalement. Il y a le contenu téléchargeable payant, il y a finalement générer des leads pour son activité, il y a le sponsoring, peut-être l'option la plus pérenne ou la plus finalement facile. La plus simple, ouais. Et ensuite la vente d'épisodes à l'unité, l'invitation payante finalement. C'est ça, sur un thème que l'entreprise a envie d'adresser. Ok. Bon, je te propose de répondre aux questions que m'ont posées mes abonnés sur finalement ton activité de podcasteur. On va passer aux questions des abonnés si ça te va. Super, bonne idée. Allez, alors, c'est parti. Donc, question intéressante. Qui est-ce qui monte tes podcasts ? Est-ce que c'est toi ou tu délègues ça ? Alors, pendant 85 épisodes, j'ai monté mes podcasts. Ok. Après, quand j'ai eu un sponsor, j'ai pris un freelance pour monter mes podcasts pendant 15 épisodes. Et là, les 2 derniers, je me suis remis à les monter parce que, je sais pas, j'avais envie de faire des choses différentes. Et puis, mine de rien, il faut payer le freelance. Donc, à un moment donné, donc là, j'ai dit au freelance, écoute, je le refais pour quelques épisodes et je vois si on recollabore ensemble ou pas. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que quand tu l'as fait pendant 85 épisodes, ça te prend pas trop de temps. Enfin, vraiment, ce matin, j'en ai monté un. Ça m'a pris, ça m'a pris 10 minutes, quoi, 10-15 minutes. Parce que moi, je fais du montage genre intro, conclu. Je mets une musique et je cut pas pendant l'épisode. Ouais, donc, c'est un montage assez simple. Hein. Ça va. Je sais pas ce que tu fais, quoi. Ouais. Là, le 10 minutes, il m'a achevé, là. Justement, je crois que j'en ai... Ah, voilà. Quelqu'un qui demandait, tu as plus ou moins répondu, mais en tout, le podcast, dans une semaine, ça te prend combien de temps ? 2 heures, vraiment, si on compte tout ? On va prendre... C'est 1 heure d'interview. 30 minutes de post-prod. Et 30 minutes de préparation de l'épisode avec l'invité, parce que je les ai avant au téléphone ou par visio. Mais aujourd'hui, j'ai la chance pour inviter à quelqu'un que j'ai envie d'inviter. Souvent, j'envoie un message sur LinkedIn, je te dis, ça me prend quelques minutes. Ou alors, des gens viennent vers moi. Donc, je me creuse pas trop la tête pour aller chercher des gens, prospecter des gens, etc. Donc, je dirais, 2 heures par semaine. Ok. Ouais, j'arrive à limiter ça à 2 heures, ouais. Bon, un podcast, si vous le faites comme Alexandre, c'est pas si chronophage que ça, finalement. Non, c'est pas chronophage. Et après, il y a des gens, c'est au cœur de leur stratégie de boîte, d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, etc. Donc, ils y passent beaucoup plus de temps et il y a moyen de faire des trucs géniaux que moi, j'effleure, tu sais. Mais parce que j'ai décidé que c'était ça. Et puis, mais voilà, je pense que ce que tu fais, par exemple, je serais incapable de le faire, quoi. Si tu prends le temps et que... Ouais, mais j'ai décidé que ça reste 2 heures de mon temps, et donc ça reste... c'est sûr qu'en 2 heures, c'est impossible. 2 heures, c'est montage et montage à la rigueur. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Tiens, question intéressante. Est-ce que tu as eu des problèmes ? Ouais, bien sûr, comme de toute façon, j'ai eu un épisode, à la fin de l'épisode,
j'avais pas la piste audio de l'invité. Ok. Ça a duré 1 heure, l'épisode. Donc, j'ai dû me confondre en excuses, reprogrammer le truc 2 mois après, parce qu'il voulait pas le refaire dans les 2 mois. On l'a refait avec le stress que ça replante. J'ai eu un autre épisode avec un invité prestigieux où là, ça a craché 2-3 fois. Heureusement, on a fini l'épisode, j'ai réussi à recoller les pistes, où là, pour le coup, pour le montage, j'ai mis plus de temps. C'était surtout que c'était un invité que j'aimais beaucoup et j'étais pas bien, quoi. Et après, des épisodes, notamment au tout début, où je faisais beaucoup d'enregistrements en présentiel, alors qu'aujourd'hui, je fais tout à distance. Et j'avais des micros, des trucs, et des fois, les gens, tu vois, parlent pas dans le micro. Ils parlent dans le micro à 2 mètres, ou alors ils parlent à droite, et c'est pas de leur faute. Et moi, j'avais pas forcément un retour micro. Et à la fin, tu me fais le montage, etc. Et tu dis, ah là là, le gars, je l'entends de loin, ça va être chaud pour le récupérer. Et puis toi, t'es pas ingénieur du son. Donc tu fais ce que tu peux, mais et à la fin, le gars te dit, ah, le son est pas terrible. Et du coup, tu as des commentaires, tu commences à faire des commentaires, ah, le son est pas terrible. Et toi, tu fais tout ça bénévolement, t'es pas pro, t'es pas payé, tu connais rien, pas grand-chose. Donc ouais, bien sûr, tu as des problèmes, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis, c'est toujours pareil, si tu fais rien, t'as pas de problème. Et puis, quand tu fais, t'as des problèmes, et t'apprends, tu progresses, et puis t'en as de moins en moins. Ouais, c'est ça. Ou t'en as d'autres. Très, très bien résumé. T'en as d'autres, surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. T'en as d'autres que tu connaissais pas. Ouais. Comment gagner sa vie avec un podcast? Je crois qu'on a bien répondu finalement. Ouais, on a fait un bon petit... Combien tu as d'auditeurs? Tu nous as donné le chiffre. On a eu 200 000 auditeurs cumulés. En gros, moi, j'ai 2000, 2500 auditeurs par épisode. Ce qui peut paraître peu quand tu regardes encore une fois les chaînes YouTube. Ouais. Mais il faut imaginer que c'est 2000 personnes qui écoutent un sujet très précis sur la vente. Tu vois, il y a des sujets, faut se les farcir sur la vente. Et pendant 1 heure, quoi. Donc en fait, réunir une salle de conférence de 2000 personnes pour parler de, si je te prends un sujet, tu vois... des questions dans la vente. Les questions dans la vente. Ça, c'est important. Un sujet d'ailleurs où il y a eu plus 5000 auditeurs là-dessus. Mais les questions dans la vente. Tu vois, c'est pas Squeezie, quoi. C'est pas Norman fait des vidéos. Les gars. C'est ça, ouais. Donc, moi, je suis très content avec ces audiences. Et encore une fois, j'ai pas poussé le truc. Je suis resté en mode bouche à oreille, organique. J'ai jamais poussé le truc au taquet. Et je pense que si un jour, je me chauffe, je pousse le truc et on double ou on décuple les audiences. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Moi, j'ai une petite question qui me vient, là. Parce que tu nous as parlé du 7e épisode, et maintenant on parle d'audience. J'ai envie de savoir combien d'auditeurs t'avais à ton 7e épisode, finalement, vu que ça a l'air d'être un palier. Ouais, je pense je devais avoir par épisode peut-être 50 auditeurs. Okay. Tu vois, au début, tes premiers épisodes, t'as les 30 personnes qui te connaissent. Allez, 50, c'est un petit cercle élargi. Puis après quelques semaines, quelques mois, tu commences à en avoir une centaine. Et après, ce qui est bien, le podcast, c'est que c'est un format froid souvent. Enfin, selon votre thème, si vous faites un podcast sur l'actualité, ce sera plus un format froid. Mais moi, tous mes épisodes, tu écoutes l'épisode sur le recrutement d'il y a 3 ans, il est toujours valable. Donc ça, j'adore ce contenu froid, c'est-à-dire il va être valable dans le temps pendant plusieurs années. Ok, ouais, c'est sûr. Et ça, c'est pas du, comme on dit, du snack content, c'est-à-dire tu prends, tu peux jeter. Du contenu périssable. Ouais. Ok. Bon, pourquoi choisir un format d'interview plutôt d'être seul? Ça, tu y as répondu. Je trouve ça plus facile. Combien ça prend de temps? Pourquoi l'avoir appelé les héros de la vente? Il fallait un truc, je te disais, où il y ait vente. Il fallait que je me dise, tiens, un truc qui accroche un peu, un truc un petit peu fun. Allez, les héros de la vente, j'ai fait un truc, tu vois, je n'ai pas été chercher bien loin. Mais finalement, ça passe bien, les gens sont contents de se dire que c'est un peu des héros. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça redore le blason de ce métier un peu méprisé. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Bon, super, je crois qu'on c'est bien, tu as eu quelques questions. On a répondu aux questions les plus intéressantes. Je ne vais pas répondre à toutes non plus. J'ai quelques questions pour finir sur tes outils. Tu nous en as parlé. Des outils d'analyse, des outils de programmation, des outils d'édition. Tu utilises quoi? Donc, pour enregistrer Zencastr okay. En version gratuite, pour monter GarageBand en version gratuite,
Et pour publier, j'utilise Ocha, qui est un logiciel français, une plateforme française qui vous met sur toutes les plateformes de podcast. Je paye 11 € par mois. Ok. Voilà, D'accord. j'ai que ça. Tu nous as parlé de faire un article de blog à partir d'un épisode. Alors, je sais que ça existe, je ne l'utilise pas moi, mais je sais que tu as des outils. Je vais peut-être me tromper. Je sais que tu as Headliner, par exemple, qui te permet à partir d'un fichier MP3 de faire une vidéo YouTube. Et je me demande s'ils n'ont pas l'option pour aussi créer un transcript qui fera un article de blog ensuite. Okay. Mais tu as plein d'outils aujourd'hui où tu peux créer la transcription à partir de l'audio et du coup créer du contenu écrit. Top. Ouais. Voilà. Ou vidéo. Dans la logique qu'on a expliqué. Du recyclage, ouais. Du recyclage. Ok. L'épisode qui t'a le plus marqué que t'as fait? J'en ai plusieurs, mais Jean de la Roche-Brochard, Station F, c'est l'investisseur de Xavier Niel pour Kim Adventures, un mec qui va très vite, qui est très intelligent, qui a rencontré les meilleurs entrepreneurs de France, et du coup c'était assez impressionnant, il était hyper pertinent sur le sujet de la vente. Ouais. Et c'est un épisode que j'aime beaucoup, que je vous invite à écouter, qui vous explique un peu qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur et d'aller chercher ses premiers clients et de vendre. Trop cool. Je le mettrai. Vous pouvez suivre le lien dans la description. Ouais. Il va vers mon Notion et il y aura tout le résumé de l'épisode et tous les liens et les outils que Alexandre a mentionnés. Yes. Ok. Est-ce que tu as des ressources sur la création de podcast dans un premier temps? Ouais, je pense que il y a deux ressources que vous pouvez aller voir. C'est le blog du podcast Génération Do It Yourself. Il a d'ailleurs même fait une formation payante, mais il a un blog où il explique en gros les bases, comment enregistrer, comment faire ses premiers épisodes, comment monétiser. Et sinon, il y a aussi le blog de Ocha, justement la plateforme, qui est en accès libre gratuit. Et là, vous avez tout le contenu pour vous lancer sans problème. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une stratégie de contenu épatante. Ouais. Bah, il faut. Hein. Et donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu parce que je sais que tu as quand même une bibliothèque assez remplie. Justement, dans tes épisodes, tu parles souvent des bouquins. Des bouquins, et plus spécifiquement des bouquins, finalement, des notions qui régissent comment les gens se comportent. Plutôt que de se ruer sur les dernières techniques à la mode, tu préfères comprendre comment est-ce que les gens font leurs décisions. Est-ce que tu as des bouquins à recommander là-dessus ? Oui, alors en français, très simple, celui que tu as derrière toi, qui est très bien, le bouquin d'Up2, ce que vos commerciaux ne font pas et vous font perdre des millions d'euros. Ça, c'est très bien. En contenu plus costaud, si vous avez envie de vous attaquer un peu au Graal de la vente aux États-Unis, à la Bible des vendeurs en start-up, c'est From Impossible to Inevitable de Jason Lemkin et Aaron Ross. Okay. Je l'ai lu, alors franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un anglais parfait, ça se lit très facilement. Et c'est en gros les 7 fondamentaux pour avoir une boîte qui vend, qui performe, les 7 règles d'or, ils disent. Et c'est pas mal parce qu'ils donnent beaucoup d'exemples de gens qui étaient un peu dans le dur et qui ont appliqué ces règles-là, et hop. Bon, c'est à l'américaine, hein, c'est tout de suite sky is the limit. Et c'est fais ça, mec, tu peux être mexicain et le lendemain, t'es millionnaire. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux aller chercher les millions, etc., les milliards, bien sûr. Mais c'est intéressant, c'est c'est un bon playbook, pour le coup. Et j'adore ce bouquin, je le cite beaucoup. Je ne lis pas beaucoup en anglais, mais tu vois, ça, c'est un des rares bouquins que je conseille à lire. Donc voilà, vous allez lire ces 2 bouquins et vous êtes rodé dans la vente. Ok. D'accord, trop cool. Bon, il y a une dernière question que je t'ai honteusement volée. Ok. Bon, c'est pas la seule en vrai, mais cette question que je t'ai volée, c'est si tu devais inviter quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que tu inviterais ? Donc on est sur le marketing plutôt ? On est sur le marketing digital ou le marketing en général, parce que les concepts s'adaptent, et sur Toulouse, étant donné que nous filmons. En studio. Ah ouais, bah sur Toulouse, il faut que tu invites en marketing. Je peux en donner plusieurs. Moi, j'en ai un là qui me vient en tête tout de suite, c'est Benoît Dubost, qui est le fondateur de Scalesia, qui est une agence de growth hacking et de web marketing. Et lui, il est passé 2 fois dans mon podcast. C'est un des premiers à être passé, tu vois. Ah ouais, je savais pas ça.
Il est passé en 2e ou 3e dans les héros de la vente. À l'époque, il n'avait pas encore sa boîte Scalesia, il était tout seul, je crois. Mais c'était déjà une brute, tu vois. Il était déjà au taquet sur les outils d'acquisition de leads, sur le contenu, etc. C'était en quelle année, ça 2019, ouais. Okay. Et là, je crois qu'ils ont 30 salariés, un truc comme ça, ou 50 salariés. Enfin, ça cartonne. Il fait beaucoup de contenu. Il est jeune, il est à Toulouse. Il est très, très sympa. Et donc, je pense que sur ton thème, c'est un des tout bons à inviter. Et en plus, il est à Toulouse. Bon, eh ben, je vais lui envoyer un message. Ouais, de ma part, si tu veux. Eh ben, avec plaisir. Bon, eh ben, écoute, on a fait un super épisode, je trouve. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Apple Podcast, toujours. Je suis super content de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour ton temps. Et merci à toi, Clément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous chinons pour la fin? Ouais, ben non, c'est toujours la même chose, hein, c'est lancez-vous. Hein. Ne pas hésiter à se lancer et vous verrez, les résultats arriveront. Et s'ils n'arrivent pas, vous aurez appris beaucoup de choses. Ok, bon. Merci beaucoup, Alexandre. Allez. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Alexandre Vaquier. J'espère que vous avez aimé autant que j'ai aimé le filmer. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez retrouver le résumé de cet épisode, ainsi que plein d'autres ressources sur le marketing digital, vous avez le lien de mon Notion en description. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du talk show L'Aftermarket.